Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Aujourd'hui, je vous invite à vous arrêter sur les signes annonciateurs du divorce, justement pour éviter d'y arriver. Bonjour, je suis ravi de prendre ce temps avec vous aujourd'hui pour m'arrêter sur les signes annonciateurs du divorce. Alors, je voudrais juste préciser que ce n'est pas du tout le fruit d'une étude scientifique qui a été menée par je ne sais pas quelle université américaine, qui m'amène à vous donner ces signes-là. Ce sont des signes sur lesquels j'ai pris le temps de réfléchir, parce que j'ai quand même eu la joie d'accompagner plein de couples et d'entendre aussi des couples qui ont vécu bien des choses, que ce soit en couple ou même en individuel, qui me racontent leurs histoires de couple, et d'arriver à identifier des éléments qui ont été des signaux d'étapes vers le divorce ou vers la séparation. Donc le but n'est pas que vous les appreniez pour découvrir que ah oui tiens donc finalement je vais divorcer. Non, le but c'est que vous puissiez les identifier pour éviter de vous retrouver là. Quand je parle, j'ai mis divorce parce que mais j'aurais pu mettre séparation, même si vous n'êtes pas marié, que vous êtes en couple, que vous êtes en concubinage, en pax, c'est quand même valable. Donc d'abord, un couple, quand il commence à naître, il va émettre certains signes qui vont être des signes annonciateurs d'un projet et qui vont normalement arriver à se répéter et puis progressivement à s'estomper. Donc ça, c'est quand même un phénomène normal. Et j'insiste pour juste dire, ne vous étonnez pas qu'avec le temps, il y a des choses que vous viviez au début qui finissent par s'émousser et par disparaître. Ne vous en étonnez pas. Ça ne veut pas dire contentez-vous-en, mais ne vous en étonnez pas. Seulement, ce qui est intéressant, c'est quand on ne s'en étonne pas et qu'on est informé de cela, eh bien, on peut déjà commencer à se poser certaines questions dans son couple, à se dire « dans la première année, dans les 2 premières années, on a vécu des choses très fortes qui m'ont nourri et je vous constate que, ne les vivant plus, je suis en manque. » Alors, c'est juste intéressant pour me poser la question en tant que conjoint, non pas tout de suite pour aller interroger le couple, mais pour m'interroger moi. Alors, je suis en manque, mais à quel point suis-je en manque ? Est-ce que je suis en manque au point que ça vienne fissurer ma relation conjugale ? Est-ce que je suis en manque parce que je suis juste nostalgique et que je me disais c'était sympa ça, j'aimais bien vivre ça en couple ? Voilà, c'est à vous d'aller identifier l'intensité du manque. Et tout de suite je vous dis, si l'intensité du manque vous paraît trop élevée, et je fais exprès de pardonner de curseur parce que vous êtes seul juge de votre curseur, il n'y en a qu'un qui pourrait me dire sur une échelle de 1 à 5, je suis en manque 3 sur 5. Mais ça va. Puis un autre dirait, je suis en manque à 3 sur 5 sur une échelle de 1 à 5. Et vraiment, c'est énorme. C'est vraiment, ça a commencé à crevasser la relation. Donc, c'est à vous de voir la subjectivité de l'intensité, parce qu'il n'y a aucun élément arithmétique, scientifique, aucune échelle d'évaluation qui peut correspondre à tout le monde. Donc, quand vous avez, l'impression que ce que vous avez vécu au début du couple, qui pourrait être n'importe quoi, que votre conjoint vous ouvre la portière quand vous arrivez à la voiture, ou qui vous invite au restaurant et que celui qui sort la carte bleue pour payer, et que ça a changé maintenant, c'est vous qui sortez la carte bleue, ou bien qu'il vous invite au restaurant et que ça a changé, maintenant c'est vous qui l'invitez au restaurant, ou qu'au départ de votre conjugalité, vous étiez invité dans des restaurants chouettes, et puis maintenant vous êtes invité dans des boui-boui. Voilà. Quelle que soit la raison, que vous faisiez l'amour à telle fréquence, qu'il vous parlait d'une manière, que quand vous vous réveillez c'était ceci ou cela, quel que soit l'élément, si vous vous rendez compte que sur votre propre échelle d'évaluation, l'intensité est trop élevée en termes de manque, vous avez un premier signe qui peut vous dire « Aïe, attention, ce manque-là peut être un déclencheur de faille. » Et pour permettre de comprendre un peu l'image, imaginez un terrain sur lequel il y a un arrosage automatique ou un arrosage régulier qui est fait par votre conjoint. Et puis, vous voyez que ça pousse tranquillement. On peut parler de pelouse, autre chose. Et puis, progressivement, dans votre vie conjugale, vous êtes installé dans une routine qui fait que l'arrosage, il se fait quand même, mais il se fait moins fréquemment. Et puis, parfois, il se fait moins longtemps. Puis, parfois, il ne se fait pas. On dit, c'est pas grave, on ne va pas chipoter. Mais si vous commencez à
négligez des choses qui sont pour vous importantes et que j'ai symbolisées là par l'arrosage dans mon image, vous verrez apparaître sur le sol de votre jardin, alors déjà commencer à avoir des mauvaises herbes et puis des bouts de pelouse qui vont griller, mais des fissures. Et ces fissures-là, c'est pas bon signe. Quand les fissures apparaissent, c'est déjà bien avancé, donc mieux vaut agir avant que les fissures n'apparaissent. C'est la raison pour laquelle je vous donne ces éléments-là aujourd'hui. Ça me fait penser à ma belle-mère quand elle vient à la maison, elle me dit, en parlant des plantes, cette plante, elle demande pardon. Et c'est quand la plante a vraiment commencé à courber les chines et qu'elle penche la tête vers le bas. Voilà, pour moi, j'aime bien cette image. Il y a ta plante qui demande pardon. Eh bien, quand la plante demande pardon, il est encore temps d'agir parfois. Mais parfois, non. Ça dépend de la plante. Ça dépend du manque. Pas forcément d'aller rajouter un peu d'eau. Parfois, il faut autre chose. Et ça commence à être problématique pour certaines plantes. Donc, mieux vaut agir en amont. Donc, ne laissez pas passer, c'est le premier point, ne laissez pas passer quelque chose qui vous paraît dans une intensité suffisamment importante pour vous en tant qu'individu et que votre conjoint ne fait plus, ne donne plus, auquel il ne prête plus attention, etc. Ne le laissez pas passer en vous disant « Oh, c'est pas grave, oh, il est comme ça, etc. » Surtout pas. Identifiez votre besoin, formulez votre demande. On aura peut-être l'occasion de voir ça dans une autre émission. Je m'arrête juste là. D'accord ? Donc, c'est pour montrer d'abord l'installation du couple qui s'est installé avec des rituels, avec des habitudes, avec des modes relationnels qui font que, il va s'épanouir progressivement et que si on arrive sur certains signes disparaissent, le couple ne va plus s'épanouir. Stop. Donc, figé, sclérose. Et ensuite, il va même finir par commencer à régresser. Je reviens sur l'épanouissement du couple. Vous êtes en couple, vous commencez à vous fréquenter et vous êtes heureux. Le bonheur est là, parce que normalement, comme je le rappelle régulièrement, les deux individus du couple séparés, Paul et Pauline, sont heureux l'un et l'autre de leur côté. Et puis quand ils se mettent ensemble, leur bonheur, c'est comme si on le battait en neige. Donc ils sont couple heureux parce qu'ils sont deux individus heureux. N'attendez pas de votre conjoint qu'il vous rende heureux. Ne vous mettez pas en tête le projet de rendre votre conjoint heureux. Soyez vous-même heureux, sachant que votre couple sera plus heureux si vous êtes heureux vous-même en tant qu'individu. Je referme la parenthèse. Mais je le dirai régulièrement, parce que c'est un clou que j'ai besoin d'enfoncer. Ça me fait du bien de le dire, mais aussi ça fait du bien aux couples qui l'entendent et qui me regardent avec des yeux écarquillés en disant « je n'avais pas compris ça ». Quand votre couple est heureux, c'est-à-dire que les deux individus sont heureux et que le couple est heureux, il y a épanouissement du couple. Donc on est sur de la croissance. Et gardez à l'esprit cette idée un peu botanique de la croissance, comme si vous avez finalement des signes qui vous montrent que le couple grandit et qu'il va bien. J'arrive maintenant aux 4 signes qui vont montrer que le couple est en voie de, disparition ou séparation ou dégradation. Ça dépend à quel stade on va fonctionner. Mais avant d'arriver à ces 4 signes de dégradation du couple, je voudrais dire qu'à partir du moment où vous vous rendez compte qu'il y a une baisse d'épanouissement et de bonheur conjugal, vous pouvez déjà commencer à prendre connaissance de quelque chose qui ne va pas et prendre le temps, respectivement, mais aussi ensemble, de vous poser la question. J'étais heureux. Est-ce que tu es heureux ? Tu es heureux ? Oui. Moi, je suis heureux ou heureuse. Très bien. Maintenant, notre couple, d'après toi, à quel point est-il heureux ? Vous voyez que si vous vous posez la question régulièrement, quand je dis régulièrement, c'est une fois par an, au moins une fois par an, en termes de couple, vous aurez déjà des éléments pour vous permettre de percevoir la baisse d'épanouissement du couple, la baisse du bonheur du couple et vous dire qu'est-ce qu'on fait pour redresser la barre. Le premier signe annonciateur d'une dégradation du couple est la prise de distance. La prise de distance peut être physique, c'est-à-dire que vous avez moins envie d'être en présence de votre conjoint, ou vous percevez que votre conjoint a moins envie d'être en votre présence. La distance en parole, ça veut dire qu'on a moins envie d'échanger ensemble, de rire ensemble, de parler de soi ou d'écouter l'autre, nous parler de lui,
de son travail, de ses potes, etc., de ses loisirs. Et puis, la prise de distance peut être aussi parce qu'on a moins envie de vivre des activités ensemble. Quand vous voyez, ou si vous voyez un de ces 3 points dans cette prise de distance qui commence à poindre à l'horizon, vous savez que votre couple est en perte d'épanouissement. Il est encore temps, il est possible, tout à fait possible, d'intervenir pour faire en sorte que le couple prenne conscience de cette réalité, se ressaisisse et dise, voilà, on va mettre ça en place, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour retrouver du plaisir à être ensemble? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir une ou des activités ensemble? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour rigoler ensemble, pour s'amuser ensemble, pour se toucher, pour se retoucher? Si vous laissez s'installer une distance physique, moins d'habitude de se prendre par la main, moins d'habitude de s'embrasser, moins d'habitude de se regarder dans les yeux, cette distance va diminuer progressivement cette distance va s'accroître progressivement et faire en sorte que une vraie distance s'instaure. J'ai des membres de couple qui me disent, entre nous, s'est installé un gouffre. Donc vous comprenez que la distance, c'est pas seulement une petite distance, c'est elle peut être profonde. J'aimerais juste, parce qu'on est en train de parler de cette distance, dire que le gouffre ne s'installe pas comme ça en tombant du ciel dans un couple. Et c'est là que je trouve assez intéressant de prendre conscience de ça, c'est qu'en fait, chaque conjoint négligent des facteurs d'épanouissement du couple a participé à creuser le fossé. C'est-à-dire, j'ai pris ma pelle et j'ai creusé. Et puis, j'ai creusé. C'est comme si, je prends une autre image, on a pris... on a l'impression d'avoir pris la même direction ensemble dans notre couple, mais finalement, à quelques degrés près, on ne va pas chipoter au départ, quelques degrés près quand on est l'un près de l'autre. Moi, je fais du 110 degrés est et toi, tu fais du 80 degrés est. Entre 110 et 80, il n'y a rien. On ne va pas chipoter. Et puis, sur 1 kilomètre, on se voit encore. Et puis, au bout de quelques années, on est tellement loin l'un de l'autre qu'on ne se voit plus. On a même pris l'habitude de vivre 2 vies différentes. Le deuxième signe annonciateur d'une dégradation du couple après la prise de distance, c'est le choix de ne plus investir dans son couple. C'est une voie de conséquence. J'ai pris de la distance, j'ai choisi, même si je ne suis pas fraîchement conscient d'avoir fait ce choix, ça peut être vraiment insidieux justement, en fait, je me rends compte que je n'investis plus dans mon couple. C'est-à-dire que quand je rentre du boulot, que ma femme me dit « Tu peux me donner un coup de main, s'il te plaît ?» Non, là, je suis fatigué. Juste, non, mais je suis vraiment fatigué, oui. Je ne suis pas en train de mentir en disant « Mon conjoint, je suis fatigué. » Mais si je fais un petit flashback dans les premières semaines, dans les premiers mois de notre relation, fatigué ou pas, je venais lui donner un coup de main. Alors, si je venais pas lui donner un coup de main, ok, je suis en cohérence avec qui j'étais dans les premières semaines ou les premiers mois de notre fréquentation. Mais si au début de notre vie ensemble, à 1 an, 2 ans, je donnais un coup de main et que là, je prends conscience que je donne de moins en moins de coups de main et que quelle que soit la raison, même si c'est vrai et fondé, je suis fatigué, je choisis de ne plus investir dans le couple. Je reste plus longtemps au boulot, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis quand je rentre, mon conjoint est couché, puis mon conjoint... je risque d'avoir choisi de ne plus investir dans mon couple. Et vous pouvez chacun, en toute honnêteté, vous poser la question, quels sont les signes qui, dans mon fonctionnement, parce que je me connais, moi, en tant que conjoint, vous vous connaissez en tant que conjoint, quels sont les signes qui montreraient que vous choisiriez de ne plus investir dans le couple, de moins investir progressivement, et puis de ne plus investir? Vous pouvez les identifier. Prenez le temps de le faire, peut-être tranquillou chez vous, dans votre voiture en voyage pour aller au boulot ou dans le métro, pour vous demander, je me connais. Quand j'ai choisi de ne plus investir, ça se voit de telle manière. Parfois, vous n'avez plus envie d'investir dans l'éducation. Parfois, vous n'avez plus envie d'investir dans la relation physique. Je reprends sur la prise de distance. Vous n'avez plus envie d'investir pour passer une soirée avec votre conjoint. On n'est pas sur les finances. Parfois, ça peut aller jusqu'aux finances, c'est-à-dire que chacun dépense son de son côté, on fait plus de cadeaux, on se fait plaisir à soi-même, chacun de son côté.
sans chercher à faire plaisir à l'autre. Mais investir, je voulais le prendre sur le plan vraiment large. Je choisis de ne plus investir dans le couple. C'est un des signes annonciateurs d'une dégradation conjugale qui peut aller vers la séparation, vers le divorce. Le premier signe, c'était la prise de distance physique, dans le temps, puis dans la tête. Deuxième signe, c'est le choix de ne plus investir, où je ne m'implique plus comme avant, je m'implique moins, et finalement, je ne m'implique plus, et peut-être même plus du tout. Et j'arrive au troisième signe, annonciateur d'une dégradation du couple et même du divorce, c'est le choix de commencer à regarder éventuellement où je pourrais investir. Voilà. En fait, je pourrais le dire autrement en disant, je commence à envoyer des signaux disant que je suis disponible, je suis prêt pour une nouvelle acquisition relationnelle. Il y en a qui me disent, mais en fait, je suis tombé sur un mec, il était vraiment trop, il est vraiment génial, on a couché ensemble, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ben, madame, ce qui s'est passé, c'est que vous avez pris la distance avec votre conjoint, vous avez choisi de ne plus investir dans votre conjoint, vous avez choisi de commencer à regarder ailleurs où est-ce que vous pourriez investir. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes laissé séduire. Parce que quelqu'un qui est dans un couple épanoui, dans lequel il y a du bonheur, dans lequel on investit et qui n'a pas de prise de distance, ne passe pas par l'étape regarder ailleurs et signifier qu'on est disponible. Alors parfois, on n'est pas conscient d'avoir envoyé des signaux disant « je suis disponible ». Mais l'extérieur, même s'il fait la démarche et que vous êtes clairement non disponible, eh bien, il va se retrouver devant un mur. Ça veut dire que si vous n'avez pas envoyé de signaux, l'autre se retrouvera devant un mur, quel que soit le charme du prédateur ou de la super nana qui vient vous regarder dans les yeux avec un appui qui pourrait vous retourner le ventre. Si vous sentez résonner quelque chose en vous, c'est que vous avez en vous l'esprit de vous dire est-ce que je ne pourrais pas envisager de regarder ailleurs. Donc je ne suis pas sur une action intentionnelle en disant allez, je vais chercher à pécho. On n'est pas sur cette démarche-là. On est sur une mise en disponibilité, comme s'il y avait le panneau à louer sur notre poitrine. Vous voyez ce que je veux dire? Ou disponible. Et enfin, le quatrième signe annonciateur du divorce ou de la dégradation du couple, c'est le choix d'investir ailleurs. Alors parfois, on ne fait pas la différence entre je me rends dispo et j'investis ailleurs. Parce qu'investir ailleurs, on est dans l'action, on n'est pas dans la passivité, là. Donc, mais parfois, ça s'est fait tellement vite, tellement rapproché, qu'on peut ne pas s'être rendu compte d'avoir signifié la mise à disponibilité de sa personne à quelqu'un qui serait intéressé autour de soi. C'est quand on est dans le lit ou dans les bras de l'autre, ou qu'on a ses lèvres collées sur celles de l'autre, ou ne serait-ce que la main ou les pensées qui sont en train de vagabonder dans les jupes ou dans la chambre à coucher d'un autre, qu'on se rend compte qu'on a choisi d'investir ailleurs. Je répète juste, prise de distance, choix de ne plus investir dans son couple, choix de se montrer disponible, prêt à investir ailleurs, et le choix, là on est sur une action, d'investir ailleurs. Avant ces 4 éléments-là, vous êtes encore dans l'épanouissement conjugal. Ce n'est pas une suite logique où je me suis pris les pieds dans le fil et patatras, je passe à la prise de distance, puis au choix de ne plus investir, puis au choix de regarder ailleurs et au choix d'investir ailleurs. Non, là on est dans un raisonnement qui est la suite logique qui se dénoue progressivement d'une baisse d'épanouissement, d'un bonheur conjugal et généralement d'un bonheur individuel. Parce que comme je l'ai dit déjà au début, le bonheur conjugal est à prendre comme une conséquence d'un bonheur individuel. Par conséquent, travaillez à votre bonheur individuel. Chaque membre du couple travaille à son bonheur respectif. Travaillez à votre bonheur conjugal et continuez à vous épanouir, notamment avec les éléments signes qui sont ceux que vous avez utilisés au début de votre conjugalité pour vous épanouir. Si vous alliez au tennis tout le temps ensemble et que vous alliez à des soirées au moins une fois par semaine et je ne sais pas quoi, eh bien, si ça n'est plus là, vous savez que vous risquez de baisser l'épanouissement conjugal. Donc, quand vous avez conscience de ça et que vous êtes en épanouissement conjugal, eh bien, cherchez à remettre en place les pièces de votre, entre guillemets, recette du bonheur à deux pour recréer l'alignement
qui fait que vous n'aurez pas à passer par les 4 phases qui sont la prise de distance, le choix de ne plus investir, le choix de regarder ailleurs et le choix d'investir ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Parfois, on se rend compte qu'on a investi ailleurs et on se sent très, très coupable parce qu'on a conscience de ne pas avoir fait le nécessaire avant d'en arriver là. Il y a de quoi se sentir coupable dans ces conditions-là. La culpabilité peut avoir du bon et dans ces conditions, peut-être que vous pouvez aller voir votre conjoint et lui dire, voilà, j'ai pris la distance et j'ai conscience d'avoir pris la distance parce que. Ou bien, j'ai choisi de ne plus investir dans notre couple et j'ai tel et tel signe qui m'ont montré que j'ai choisi de ne plus investir dans le couple et je voudrais qu'on en parle ensemble. Ou bien, j'ai choisi de commencer à regarder ailleurs et j'ai eu des frayeurs, j'ai vu qu'un homme m'attirait ou que cette femme m'attirait et je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe ? Avant d'arriver à choisir d'investir ailleurs, et même quand vous êtes dans la phase, la dernière, qui est de choisir d'investir ailleurs, il est toujours temps de prendre votre conjoint entre 4 yeux et de vous ouvrir l'un à l'autre pour éviter d'en arriver à la séparation, à la dislocation ou au divorce, parce que je suis là pour que vous ayez des clés pour être heureux à 2. Parce que franchement, quand on est heureux, c'est top. Alors je sais que parfois, quand on a une baisse d'épanouissement, on se dit « mais l'herbe est bien plus verte ailleurs ». Détrompez-vous, ce n'est pas forcément le cas. Je vous souhaite vraiment du bonheur avec les éléments que je viens de vous donner. Travaillez sur ces 4 signes pour envisager de vous retrouver en couple dans un échange dans lequel vous allez retravailler ensemble à votre bonheur et puis travailler respectivement à votre bonheur. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.